Bonus Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Lorsque la capitaine Burnham est piégée dans un labyrinthe mental conçu par une classe de CE1 pour tester sa dignité afin de pouvoir enfin récupérer la puissante technologie des progéniteurs, Booker, Rainer et l'équipage de l'USS Discovery doivent retenir les brines le plus longtemps possible avant qu'ils ne fument tout le monde ou que le public zappe sur une autre plateforme de streaming. Let's fly! The Breen are on their way. We will defeat all who stand against us! I can't stabilize without engines! Hang on, everybody! We'll sacrifice as many as it takes. Incoming! We can't take this much longer. I'm losing lateral thrusters! Captain? Keep holding! Structural integrity is weakening! Shields are collapsing! Burnham to Discovery, do you copy? Working. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. On en parle donc avec notre lieutenante Bajoran Marina, qu'on n'avait pas entendue depuis 2 semaines. Salut Marina, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là et d'interagir avec vous. On a aussi notre conseillère Céline qui croit que je vois l'avenir et que je lui demande d'intervenir sur des épisodes qui seraient forcément liés à elle. Alors si je faisais de la psychologie un peu comme les concepteurs de l'épreuve que passe Michael Burnham ici, je dirais que nous avons là une nette tendance à l'égocentrisme. Comment ça va Céline ? Ça va bien, quelle idée. Non, je ne te prête pas des dons de médium. Ça va bien, ravi en tout cas de parler de cette saison 4 de Deep Space Nine avec vous, vraiment. Je suis dans le déni. Ok, nous avons aussi Alex Nikolavitch qui est scénariste et traducteur de bande dessinée en français. Il est aussi essayiste et conférencier spécialisé dans la bande dessinée américaine. On l'a déjà entendu dans des podcasts sur le label Bonus Trax, notamment avec César. Salut Alex. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Je suis pas super habitué des podcasts en fait, mais donc du coup, je te remercie encore et là publiquement de ta patience quand on a fait le setup pour que mon micro fonctionne, parce que je suis pas super à l'aise avec l'exercice. Non pas le fait de causer dans le poste, mais surtout toute la technique qu'il y a derrière, quoi. Ouais, mais c'est un coup à prendre, mais après, une fois que tu l'as, c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. Alors avant de parler de l'épisode de Discovery de cette semaine, on fait un petit rappel sur notre financement participatif pour notre événement à Metz en septembre prochain, où on va projeter pour une séance spéciale dans le cinéma Le Club le film de J.J. Abrams de 2009. Alors là, on est actuellement à 113%, alors merci beaucoup tout le monde d'avoir vraiment participé, hein. On a encore 3 semaines, donc vous pouvez encore y aller. L'objectif c'est d'atteindre les 150% pour qu'on puisse upgrader un peu toutes les contreparties qui seront proposées aux gens qui viendront. Et j'en profite d'ailleurs justement pour remercier nos partenaires qui nous aident à relayer tout ça, comme notamment la radio Lorraine BLE et la librairie Momi BD à Metz. Et aussi, je vous informe que je fais un petit sondage sur les chambres d'hôtel pour justement essayer de négocier des prix de groupe avec un hôtel qui serait à Metz, au centre-gare. Et donc, ce formulaire, il est trouvable sur la page KissKissBankBank de notre financement participatif ou directement sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Voilà. Alors d'ailleurs, merci Céline d'avoir participé au financement participatif, même si j'ai cru comprendre que tu n'allais pas venir en fait. À moins que le financement participatif puisse financer la fabrication d'un téléporteur, effectivement pour les niçoises, ça va être compliqué. Ah mais t'es niçoise ? Bah oui. Ah mais mon mari est niçois et on y sera cet été, donc je sais pas, on peut peut-être se faire signe. Ah on peut peut-être se faire quelque chose avec Sophie, oui effectivement, avec Medusa Overdrive, ça serait sympa. Et puis du coup comme ça tu les ramèneras dans tes valises. Super, voilà. Aller, ouais. Oui, je rentre fin août, donc c'est bon, je vais les téléporter avec moi. Parfait, voilà, on a trouvé la solution. Ouais. Et toi Alex, est-ce qu'on aura le bonheur de te revoir donc à Metz cette année ? C'est quand ? Alors c'est le 21 septembre. 21 septembre, je crois que je serai à Bordeaux ce week-end-là, mais à vérifier. Et justement, on va parler un petit peu de toi, de ton premier contact avec Star Trek, puisque c'est la première fois que tu viens dans le podcast. Raconte-nous comment tu as découvert la série et qu'est-ce qui te plaît autant dans cette franchise que nous adorons tous. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je suis depuis tout petit gros fan de SF, mais ma série de SF de base, c'est Cosmos 99, que je regardais le samedi après-midi quand j'étais pas bien haut, qui me terrorisait quand ça passait à la télé française
française. Star Trek, j'ai découvert un peu plus tard. Je savais que ça existait parce que j'avais vu des références, notamment dans des bouquins sur la SF. Il y avait l'Enterprise, il y avait des portraits de Spock. J'ai pas vu en fait ce qui était accessible à l'époque, c'était les films au cinéma au fur et à mesure qu'ils sortaient, mais j'avais vu passer des choses autour de la colère de Khan, notamment dans les émissions sur les effets spéciaux que je pouvais regarder à l'époque. Mais je découvre la série nettement plus tard en fait lorsqu'elle commence à passer sur la 5. Donc on doit être en 85, 86 par là. Et là oui, je tombe dedans à pieds joints. Et bien évidemment, le 20 ans, la série a déjà 20 ans à ce moment-là à peu près. Donc en termes d'effets spéciaux, il y a d'autres choses qui sont passées entre-temps, dont Star Wars et Cosmos 99, mais c'est effectivement pas tant pour l'univers visuel qui me semble extrêmement kitsch sur la première série, c'est quand même des décors avec des rochers en carton, mais c'est vraiment les personnages qui m'ont accroché et la dynamique des personnages, les rapports entre Spock, McCoy, Kirk, Scotty, où là il y a vraiment et je pense qu'on y reviendra là quand on parlera de l'épisode de la semaine. Pour moi, l'ADN de Star Trek, c'est vraiment ces dynamiques autour des personnages. Puis les problèmes posés dans les épisodes, qui étaient souvent des problèmes de communication, de main tendue à l'autre, de choses comme ça, qui me semblaient changer le SF qui avait cours à l'époque, c'était Star Wars, qui est quand même beaucoup plus rentre-dedans. Star Trek était dès le départ un peu plus intellectuel, au sens où la résolution des problèmes peut passer par la bagarre, mais c'est jamais la première option pour les personnages, et ça me semblait très intéressant. Ok, et du coup, ton point de vue sur cette saison 5 de Discovery, parce que là on en est au 8e épisode. Alors Discovery, j'ai des rapports très ambigus, parce qu'il y a plein de choses que j'adore. Michel Yeo, déjà, moi le truc, on me dit une série Star Trek avec Michel Yeo, forcément j'étais partant. Le début de la série où on commence directement par Michael qui torpille les Klingons et ce genre de choses. Alors oui, c'est à l'époque de la guerre contre les Klingons, donc c'est plus énervé, mais je me disais oula. Et puis les personnages, en fait, il y a de vrais beaux personnages. Je suis très fan de Saru, de Tilly, de Stamets. Il y a une vraie belle dynamique et qui là pour le coup est très très tienne dès le départ. Donc ça m'a permis de tenir, alors que l'ADN de Star Trek au départ, c'était des épisodes disjoints avec un problème de la semaine à résoudre. Dès lors qu'on écrit en arc, alors Deep Space Nine le faisait très bien, mais avec une construction qui n'était pas celle des saisons courtes qu'on a maintenant, que ce soit sur Picard ou sur Discovery, la construction en arc me semble, et là c'est le scénariste qui parle, poser des problèmes d'écriture que Star Trek en tant que tel a du mal à digérer. Je sais pas si je suis bien clair, mais chaque épisode... Si, tout à fait. C'est une conversation qu'on a souvent dans le podcast, t'inquiète pas. Mais pour moi, c'est simple. Enfin, je pense que c'est plus des mauvais scénaristes qui sont à l'œuvre que le fait que Star Trek en serait incapable. Parce que comme tu le dis, effectivement, on a des arcs qui ont été faits déjà dans Deep Space Nine ou même dans Star Trek Enterprise et qui fonctionnaient très bien, même si la méthode de production était différente à l'époque. Mais si on regarde, par exemple, tu vois, la saison 3 de Picard pouvait à peu près... presque tenir le coup. Si la saison elle faisait 6 épisodes, ça aurait été très bien par exemple. Donc moi je pense que c'est possible, c'est juste que c'est des mauvais scénaristes qui sont à l'œuvre. Je suis pas certain que ce soit de mauvais scénaristes, parce qu'il y a plein de choses très bien écrites. C'est un format de prod, parce que une salle d'écriture, même s'il y a un scénariste qui est crédité sur l'épisode, en règle générale tout ça se travaille d'abord en salle, dans une espèce de salle de rédaction où les scénaristes travaillent ensemble. Et là je pense que la direction à ce niveau-là est problématique, parce que chaque épisode pris isolément, ça peut être en dents de scie, il y en a des meilleurs que d'autres, mais dès la première saison de Discovery, les épisodes pris un par un tenaient pas mal la route. C'est l'arc narratif global qui avait tendance à se débobiner, et sur les 2 premières saisons de Discovery, c'est très net, l'arc finit par tomber en petits morceaux. Ça s'améliore, je trouve, avec la saison 3. Mais bon, c'est vraiment là de l'analyse de pure mécanique d'écriture, parce que les développements de personnages, et pour moi c'est un truc qui est important, la façon dont les dynamiques se créent, les rapports de personnages s'installent, j'oublie toujours son nom, mais l'espèce de mécanicienne vieille briscarde qui a son rôle dans... Reno. Ouais, Reno, c'est un personnage formidable, c'est le genre de personnage que j'adore, qu'on voit très peu, mais dont les apparitions comptent. Alors ça tient à l'actrice, mais à la manière dont c'est écrit. Et sur ce genre de choses, je trouve les scénaristes très bons, parce que là effectivement
maintenant le scénariste de l'épisode va avoir vraiment ce genre de séquences et de dialogues, c'est les trucs qu'ils vont écrire chacun de son côté au moment de l'écriture de l'épisode, et dès qu'on est sur des enjeux plus globaux, c'est là que ça commence à coincer un peu. Donc c'est pour ça que moi j'ai une analyse, peut-être que je me trompe, mais que j'ai une analyse d'un fonctionnement de la salle d'écriture avec peut-être des interférences de la production. Ça c'est sûr, ça c'est un truc qu'on se dit souvent, mais le problème principal c'est qu'en réalité ils ont pas grand chose à raconter viscéralement, quoi. On voit bien qu'il n'y a pas d'idées qui sont portées, que tout est superficiel. Et du coup, cette saison de fin de Discovery, comment tu l'as vécu toi par exemple ? Le système de puzzle enquête avec des indices à la J.J. Abrams, ça je déteste ce principe de base. C'est très très dur d'être intéressant sur la longueur avec ce genre de truc. Là, il y a une mécanique, vraiment la mécanique scénaristique se voit. Alors que par exemple, dans les saisons 3 et 4, où les enjeux étaient peut-être moins forts, mais il y avait un fil conducteur qui était l'arrivée du Discovery dans une époque nouvelle, dans laquelle ils se retrouvent à devenir les garants des valeurs fondamentales de Starfleet. Et ça donnait un truc intéressant. Quand ils enquêtent après sur la brûlure, ça donne des choses que je trouvais nettement mieux tenues, et avec un angle que je trouvais intéressant, où là ils avaient quelque chose à raconter justement. Sur cette saison-ci, là on a ce jeu de piste pénible, et heureusement qu'il y a justement des choses intéressantes sur les personnages d'un épisode à l'autre, et il y a des épisodes moi j'ai plutôt bien aimé l'épisode d'aujourd'hui, ou l'épisode d'il y a 15 jours sur la planète, avec cette espèce de rituel et les tours atmosphériques. L'épisode était pas ultra bien rythmé, mais on sentait que l'auteur de l'épisode avait tenté de retrouver l'essence d'un épisode de Star Trek à l'ancienne. Et qu'il essayait de faire ça. Il n'y a pas complètement réussi, je pense, mais il touche à quelque chose. Il touchait à quelque chose. Là, l'épisode d'aujourd'hui était classique et pas ébouriffant, mais fait avancer l'arc général. Mais dans sa globalité, la saison me transporte pas, quoi. Et toi, Céline, comment t'as vécu cette saison 5 de Discovery, et sans spoiler, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode de cette semaine ? Alors moi déjà c'est la première fois que j'interviens sur Discovery, parce que comme je l'expliquais il y a un peu plus d'1 an, quand j'avais commencé à regarder, j'avais vraiment pas accroché, mais au sens premier du terme en fait. L'épisode était passé et j'étais devant, et en fait il s'était rien passé. Et en plus à l'époque je partais sur un gros malentendu, c'est parce qu'à vous en entendre parler ça et là sur le Discord et sur Twitter, moi je croyais que dès le début ça commençait 1000 ans dans le futur, ce qui en plus collait pas trop mal avec le visuel, et en fait je me suis dit ok, je comprends rien, les Klingons sont redevenus méchants, ils ont lâché leur héroïne, c'est pas le moment que je regarde ça. Et du coup j'avais regardé Voyager. Et donc j'avais voulu retenter à la fin de l'année dernière, à l'annonce de la dernière saison, et uniquement motivée, je l'avoue, pour pouvoir avoir de nouveaux podcasts à écouter derrière et suivre un peu les échanges sur le Discord. Et alors là, j'ai eu une expérience que vraiment Freud aurait qualifiée d'inquiétante étrangeté. C'est qu'arrivé, je sais pas, au 5 ou 6e épisode, quand il est question d'enfermer le tardigrade géant, je me suis dit, putain, attends, j'ai déjà vu ça en fait. Donc en fait, j'ai dû arriver à la conclusion que j'avais regardé plus d'un épisode et que j'en avais juste 0 souvenir. Et le refoulement s'est levé à l'apparition du gros nounours gélifié là. Donc pour dire à quel point j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans la série. Une fois que j'ai bien compris comment ça se passait et que j'ai laissé sa chance au produit, en fait j'avais bien aimé moi la saison 1, au point que je comprenais pas pourquoi la série se faisait autant défoncer. Comme Marina, j'étais un peu in love avec Lorca. J'aimais bien l'esthétique de l'univers miroir, même si ça faisait un peu ripoliné sauce Disney. Je comprenais au moins les enjeux et de quoi il était question. Et surtout à l'époque ça me gênait pas que Burnham soit un peu au centre de toute l'attention, si je puis dire, parce que c'était l'histoire assez classique d'un rise and fall, puis re-rise derrière. Et puis il y avait tout son passif vulcain qui, c'est l'énormité de son lien avec Spock, c'était pas inintéressant en fait. Voilà, puis en plus, ayant vu et apprécié la première saison Strange Wars, moi j'étais quand même contente de revoir cet équipage-là, même si désormais la gueule de Pike me donnera gentiment envie de gerber. Après, ça a commencé une longue et très lente dégringolade, où là je diverge un peu avec Alex, mais j'ai pas le même regard. Dans mon intérêt, ma capacité de compréhension des enjeux, alors franchement, les histoires de l'ange rouge, de
de contrôle, j'en avais mais alors strictement rien à foutre. Et tout ce qui m'intéressait, c'était les personnages secondaires un peu. Et donc inutile de dire que j'attends toujours qu'on me raconte quelque chose d'intéressant sur LE et surtout d'un peu original ou inédit. Et donc pour répondre à ta question sur cette saison 5, j'ai presque envie de dire que saison 1 mise à part, je me fais quand même moins chier que sur tout le reste de la série parce que la quête à la Indiana Jones, bon moi ça me va, c'est l'aventure pour les nuls, pour les gens qui me bouffaient du Marvel au ciné comme moi, donc très bien. Juste en fait quand je regarde Star Trek, c'est pas là où je demande à poser mon cerveau sur la table basse et donc c'est un peu dommage, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Et l'épisode de cette semaine ? En fait, cet épisode en particulier, je suis contente d'intervenir dessus. Bon, déjà pour les raisons que tu as citées en début d'épisode. Et puis, c'est celui que j'ai le moins détesté de toute la saison jusque-là. Alors déjà, parce qu'il Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, déjà, il souffre le moins du contraste avec mon visionnage de Deep Space Nine, puisque donc je regarde enfin pour la première fois et de façon continue Deep Space Nine. J'en suis à la saison 4. Et en fait, cet épisode-là, je l'ai vu entre deux épisodes vraiment très nuls de Deep Space Nine, je dois le dire. Voilà, un épisode... Univers miroir. Voilà, univers miroir, mais alors vraiment, la première fois, ça m'avait moins gêné, mais là, c'était horrible. Non, oui. Suivi de l'épisode où Luxana Troy est enceinte, et je crois que je l'ai même pas encore terminé. Je sais pas si je vais pas le passer, parce que c'est assez nul aussi. Bah, finalement, pris en sandwich, j'ai envie de dire, c'était pas si mal. Si je me cantonne à tout le plot que je vais appeler A, parce que je pense que c'est celui-là le plot A, sur les archivistes et les preuves qu'attend Burnham, parce qu'alors par contre, je m'attendais pas du tout sur les Breen, Molelak, j'en ai rien à foutre depuis le début, et l'épisode m'a pas du tout fait changer d'avis. En plus, ça partait mal, parce que je trouvais que comme d'autres épisodes, dès le début, il y avait un visuel à la Star Wars. J'aime bien Star Wars, mais ça me sature l'espace mental depuis Disney+. Donc si tout l'épisode avait été là-dessus, je pense que je me serais vraiment grandement fait chier et que j'aurais pas eu grand-chose à raconter. Donc sans trop spoiler, ce que j'ai aimé, c'est tout le traitement symbolique autour du monde des archivistes et du Mindscape créé par la neuroscientifique Betazoïd, parce que je kiffe énormément tout ce qui est labyrinthe et symbole autour de ça, mais j'aurais aussi pas mal de critiques à formuler, mais donc on verra. La neuroscientifique Betazoïd qui s'appelle Marina d'ailleurs. Et toi Marina, alors qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode cette semaine ? Déjà, c'était très intéressant de vous écouter. Alors j'ai l'impression de pas du tout être au niveau question psychologie ou trame scénaristique. Moi, j'ai bien aimé. Je suis ravie que Céline soit également in love with Lorca parce que, franchement, quand je repense à cette première saison, je me dis, mais franchement, ils étaient bons. Et Céline a soulevé un très bon point. Pendant la première saison, c'est tout à fait normal que Burnham soit au cœur de l'histoire et que tout tourne autour d'elle. C'est juste pour abonder dans son sens parce que, voilà, j'ai l'impression de trouver une âme sœur tout à coup. Et Alex, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'impression Alex, c'était passionnant de t'écouter parler des rebonds scénaristiques. On est d'accord sur le fait que c'est du J.J. Abrams. Sur l'épisode de ce soir, moi, j'ai eu la même peur que Céline. Premier plan, je me suis dit, mais c'est Star Wars, mais c'est pas possible. Pourquoi ils font l'armée impériale complètement impersonnelle et tout ça? J'ai beaucoup aimé les références, mais en fait, le gros problème de Discovery, c'est que soit ça référence Star Trek, et l'épisode All Our Yesteryears, quand Spock, Kirk et McCoy arrivent sur la planète, où ils sont projetés dans le passé de la planète dont l'étoile est au bord d'exploser. Donc il y a le côté archiviste, bibliothèque. Et j'ai pensé à un épisode de Doctor Who, Silence in the Library, la prophétie des ombres, qui est excellent. Mais j'ai beaucoup aimé l'épisode. Un des personnages secondaires était juste... au début, j'étais sidérée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Et en fait, j'ai trouvé l'archiviste très très drôle. Je l'ai beaucoup aimé. Non, j'ai passé un bon moment. Mais pourquoi être arrivé aussi tard sur des bons plans de scénario? Et pourquoi s'auto-référencer? Pourquoi prendre des références illustres? Parce que l'épisode de Doctor Who est quand même excellent. Ou l'épisode de Star Trek, c'est vraiment un classique. Donc voilà, pourquoi faire ça? Parce que une fois que tu as tout fait, à un moment donné, tu es obligé d'y revenir. En ce qui me concerne, moi, j'ai pas trop aimé l'épisode et ça me fait un peu plaisir que vous l'ayez aimé parce que du coup, je vais pouvoir un peu me lâcher. Je suis un peu de la team de Yasmine et Manu qui se sont donnés à cœur joie sur le Discord pour défoncer l'épisode. Et effectivement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de facilité d'écriture, des trucs qui sont vraiment... Enfin, je trouve que c'est ça, non, c'est beaucoup trop. Pour Star Trek, on essaye quand même d'imaginer des choses un peu plus. On est en attente de trucs un peu plus grands, et surtout quand on nous balance des super enjeux, des super énigmes, etc. Donc oui, effectivement, le côté Indiana Jones, quête à la J.J. Abrams. Alors moi, ça me dérange pas que ce soit apparent scénaristiquement, que ce soit des grosses ficelles, parce que de toute façon, Discovery
ils savent pas vraiment faire autre chose. Donc autant qu'ils assument le fait de mettre des grosses ficelles avec des grosses cases, mais là quand même on pouvait quand même espérer un petit peu mieux, même si tout n'est pas à jeter dans cet épisode, car j'ai quand même trouvé quelque chose, comme quelques éléments qui étaient plutôt réussis, et ça on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red alert! C'est quoi l'épreuve? Est-ce que c'est lié à l'importance de cette mission? Toutes les missions sont importantes. Alors quel est le test? Les labyrinthes de l'esprit. Est-ce que c'est moi? C'est mon esprit? C'est bien ça? C'est pour ça que mon subconscient t'a mis là. Parce qu'on a parlé tout à l'heure. Et quoi? j'ai pas arrangé les choses. C'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que je veux arranger les choses, mais je sais pas comment faire. C'est comme ça qu'il m'a regardé aussi. Sans réagir. Parce qu'il croit qu'il y a que mon travail qui importe à mes yeux. Alors c'est ça que tu veux? Tu veux que j'admette mes torts? Que mon poste compte plus que tout, c'est comme ça que j'obtiendrai l'indice? Ou il en faut plus? On n'a qu'à jouer à fond les psychologues amateurs. J'ai qu'à admettre que si je réussis pas cette mission, je saurai plus qui je suis vraiment. Je pense peut-être que personne ne m'aimera ou ne voudra de moi si je prouve pas ma valeur. C'est peut-être pour ça que je t'ai perdu d'ailleurs. Lui. Est-ce que je progresse? C'est en partie vrai, mais ce n'est pas la réponse qui est attendue. Warning. Alors, cet épisode 8, qui s'appelle Labyrinthe, a été écrit par Lauren Wilkinson et Eric Gija Robbins, et réalisé par Emmanuel Osei-Kufur. Dans le pré-générique, lors des funérailles de Locke, il y a Moll qui promet donc à Locke qu'elle va le ramener. Pendant que le Primarch Run déclare, lui, que son neveu, il est à la maison. Enfin, c'est un truc vraiment cérémonial, Breen un peu chelou. Alors moi, j'ai pas forcément pensé à Star Wars en voyant ça, mais effectivement, ça faisait un petit peu SF random, etc. Et bien que donc Locke ait défié dans sa vie les Breen, l'honore toujours, même dans la mort. Et Moll va perturber toute cette cérémonie en hurlant que la technologie des progéniteurs va être utilisée, enfin elle peut être utilisée en tout cas pour ressusciter Locke. Alors c'est un petit lapsus parce qu'on se doute évidemment que dans le dernier épisode c'est exactement ce qui va se passer, donc zéro surprise. Et donc le Primarch Run va menacer d'éviscérer Moll si jamais elle s'adresse à nouveau à ses hommes, parce que bon évidemment il n'aime pas quand on parle plus fort que lui. Alors du coup on va se pencher pour moi immédiatement sur ce gros what the fuck de l'épisode, si vous voulez bien, parce que pour moi les Breen là ils ont vraiment le fonctionnement de Klingon un peu teubé. En fait avec la personne qui parle un peu fort, elle peut prendre le pouvoir, comme va le faire Moll à la fin de l'épisode. Et comme pourrait le dire Manu d'ailleurs sur notre Discord, il s'agit là de l'ascension au pouvoir la plus pétée de l'histoire télévisuelle. Donc il suffit que le chef ne respecte pas les usages et ça suffit à ce que quasiment tout le monde se retourne au profit d'une étrangère qu'ils connaissent depuis la veille et qu'ils traquaient auparavant pour une dette de sang. Tout ça sur sa bonne foi qu'elle pourrait leur dégoter une super technologie dont ils ignoraient tout autant l'existence la veille et dont en vrai on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait cette technologie. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, cet arc qu'on va appeler évidemment le plot B, la prise de contrôle de Moll sur les Breen, j'ai trouvé ça complètement what the fuck. Moi, j'ai bien aimé. C'est téléphoné parce qu'il y a les échanges de regards avec l'espèce de garde. Donc, on voit venir le truc, mais gros comme un tube Borg. Ah, complètement. Honnêtement, moi aussi, je l'ai vu venir, mais c'était gros comme une maison. Moi, je vais pas aller du côté du cube Borg. Mais j'ai trouvé que ça faisait, il y avait un petit côté pulp de littérature bas de gamme, mais sympathique que tu as envie de continuer à lire. Et j'ai trouvé que les scènes, l'expression des Breen, parce que quand je parle d'expression, c'est la manière dont ils penchent la tête, où les émotions sont suggérées à travers la position de leurs mains, de leurs coups, pour faire passer quelque chose. Moi, je suis peut-être la seule là-dessus, mais il y avait un petit côté pulp
des années Amazing Stories des années 50-60 que j'ai bien aimé. Puis alors le côté vert là du viseur, bon, on voit la grosse référence au Cylon. Là, c'est du rouge. Mais voilà, moi, j'ai honnêtement, oui, c'est gros, oui, c'est énorme, oui, c'est complètement improbable. C'est pas seulement le problème que ce soit gros comme une maison qu'on le voit venir, c'est que en fait, c'est nul. Il y a aucune logique dans ce qui se passe, dans ce qui nous est montré, en fait. Et tu sais, Guigui, que dans l'histoire, il y a des villes ou il y a des villes qui ont été prises, par exemple Istanbul, quand ça s'appelait encore Constantinople. En 1453, les Ottomans, les Turcs, ont réussi à rentrer dans la ville parce qu'une porte était restée ouverte. L'histoire est faite de situations où des empires sont renversés pour des raisons totalement improbables. Et moi, ça m'a pas paru... oui, ça paraît énorme. Quand tu regardes Game of Thrones, tiens, c'est ma référence de la soirée. Quand tu regardes Game of Thrones, la série télé, t'as l'impression que... Tout se fait facilement, qu'un personnage réussit à renverser toutes les situations, alors que le livre t'explique qu'il y a des guerres, des factions, qu'il y a des mariages qui se font pour former. Si tu veux, un livre est bien plus complexe. Une série télé, on peut pas rentrer dans ce genre de détails. Dans Game of Thrones, dans la série télé, je n'ai jamais eu la sensation d'avoir une prise de pouvoir comme j'en ai vu cette semaine dans Star Trek. Jamais de la vie, quoi. Même si j'ai pas lu les livres, pour moi, la série suffisait scénaristiquement à installer des choses. Là, il n'y a aucune logique. Moll, elle parle un peu fort, et ça suffit en fait. Le grand méchant, il respecte pas ses traditions, peu importe. On imagine que vu le caractère du gars, ça doit être ça comme ça tout le temps. Et puis voilà, ses gardes, ses hommes, ils décident de changer d'avis comme ça, du tac au tac, pour une étrangère. Donc on sait que les Breen, ils sont ultra hermétiques aux autres groupes, hein, on le sait de Deep Space Nine. Et là, donc, il y a une humaine, elle arrive à prendre le pouvoir parce qu'elle parle un peu fort. Ils la connaissaient pas la veille, elle leur fait des promesses qui sont très vagues sur une technologie que personne ne connaît, et ça suffit, quoi. Ah non, je suis désolée. Non, mais t'as des exemples dans l'histoire où, en fait, on préfère faire confiance à des étrangers qu'à des personnes qu'on redoute ou qu'on connaît pour des jeux de pouvoir. Mais ça, il aurait fallu un livre, il aurait fallu des bouquins, il aurait fallu des scénarios. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Il aurait fallu que dans les épisodes précédents, on nous explique qu'en fait, par exemple, le Primark, on essaye de s'en débarrasser avec des attentats. Déjà au début, tu vois, qu'il y a déjà des complots et qu'effectivement, on puisse imaginer que Moll ne soit qu'un prétexte pour ça. Mais je veux dire, c'est pas compliqué d'avoir quelques lignes de dialogue dans des épisodes antérieurs où ils puissent placer au moins ça, tu vois, comme un phaser de Tchekhov. Ouais. Là, ils font même pas l'effort, comme le disait Manu la semaine dernière et la semaine d'avant. En fait, ils inventent le lore des Breen au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. Donc c'est un peu facile, t'as l'impression, c'est comme quand les gamins ils jouent, ils inventent des règles, et puis au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'il y en a un, ça l'arrange pas comment le jeu se tourne, il invente de nouvelles règles derrière. On a exactement cette sensation-là, quoi, d'improvisation totale. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait que 10 épisodes dans cette saison, 10, c'est ça ? Et pas 22. Il aurait fallu en avoir 22, développer l'histoire, développer non, je pense qu'il aurait fallu mieux écrire. Je pense qu'il fallait juste ça mieux aussi. écrire. Mais moi, honnêtement, là, le côté pulp, le côté référence à plusieurs séries et tout ça, moi j'ai été divertie. Honnêtement, vous me connaissez. Départage-nous. Voilà. Mais vous me connaissez. Quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Mais là, j'ai passé un bon moment. Et franchement, là, le coup de la librairie, de la bibliothèque, j'ai adoré. Alors Céline, départage-nous. Comment ça se passe avec les Breen pour toi ? Mais j'en ai rien à foutre. Enfin, je suis désolée. Je l'ai annoncé déjà d'emblée. Ça ne m'intéresse pas. Je dissocie quand ça se passe autour de ces histoires-là. Comme je le disais, l'épisode de la semaine dernière, je n'ai rien compris. J'avais l'impression d'être teubée. Je me suis dit vraiment, je n'ai pas les capacités. Ah, t'as vu que t'étais pas la seule. Mais oui, mais justement, je disais, ah ouf, ok, donc le podcast m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, d'accord, c'est pas moi qui suis en train de perdre des points de QI en étant en vacances. Et en fait, j'ai décidé que ça ne m'intéressait pas. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, heureusement que tout l'épisode ne tournait pas autour de ça, parce que je pense que j'aurais annulé mon intervention dans le podcast, où j'aurais pris le rôle de Romain Brami à dire que c'était de la merde et que vraiment... Ah non, il a bien aimé dans l'épisode de la semaine dernière. Ah, je sais pas, mais non, mais en vrai, j'ai pas, je peux pas comprendre ton enthousiasme. Non, mais c'est bon, parce que quelque part, ta réponse me donne raison. Voilà, j'allais dire, je suis obligée quelque part de me ranger du côté de Guigui parce que ça me met pas autant en colère, mais parce que en fait, je m'en fous. Voilà, clairement. Le côté complètement prévisible du truc, bon, effectivement, c'était énorme, mais surtout, c'était prévisible. Donc ça m'a un petit peu fait grincer des dents. Par contre, on parlait de référence, il y a une référence plus subtile au niveau de la bibliothèque elle-même.
le fait que les salles soient un labyrinthe hexagonal et qu'on puisse, dans certaines salles, voir les salles du dessous, c'est une référence, et là ils vont chercher dans le prestigieux, puisque c'est Le la nom de la structure de rose. la Bible. La Avant même bibliothèque ça, de Borges. exactement, c'est la bibliothèque Eh oui. de Babel de Borges, à laquelle Eh oui, le j'allais nom en de la parler. rose fait déjà référence. Et donc ça, ouais, ça m'a sauté aux yeux en disant, non mais c'est hexagonal. Ah ouais, le truc, là, ils vont loin quand même. Pareil, Mais ça, c'est le truc c'est qui du m'a clin plu d'œil dans amusant, quoi. l'épisode et c'est ça qui m'a vraiment moi. Alors, vous voulez emballé. parler du labyrinthe, on va en parler tout de suite. On va passer directement donc au plot A. Donc, toujours dans le pré-générique, on a le Discovery qui va se téléporter faire une Black Alert dans les Badlands, donc la grande tempête de plasma, la plus grande tempête de plasma du cadran qu'on a découvert dans Deep Space Nine. Alors, on nous explique que les scans ne peuvent pas vraiment pénétrer à travers la planète, et que du coup, la bibliothèque éternelle, ou l'archive, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, a une sorte de balise de communication à l'extérieur, et qui est faite même du même alliage que la carte de bibliothèque, hein, c'est pour ça, c'est les indices de la semaine dernière. Donc, le Discovery est alors salué par Irel, qui est l'une des archivistes qui accueille l'équipage avec un comportement assez joyeux. Elle leur envoie des coordonnées et des ajustements de vitesse à Discovery, parce qu'il faut que le vaisseau puisse naviguer d'une certaine façon à certains endroits à une certaine vitesse, parce que sinon il risque tout simplement d'être détruit. Donc ils sont bien cachés dans la tempête, on peut le dire. Et dans son discours de bienvenue, on apprend qu'aussi ils aimeraient bien que Booker puisse venir également. Évidemment, il fallait trouver un truc à ce personnage, parce qu'ils ont chiné dans une brocante galactique à un moment donné un pot qui vient de sa planète de Kaijan, et ils aimeraient avoir un peu de contexte sur cet artefact. Et donc voilà, ça fait que Book va venir avec Michael sur cette grande bibliothèque qui est en fait pas un décor de cinéma, figurez-vous que c'est une vraie bibliothèque. C'est une bibliothèque de l'université de Toronto qui s'appelle la Thomas Fisher Library. Voilà, donc c'est vrai que le décor est très très joli et effectivement peut invoquer beaucoup de références, on en a déjà cité pas mal depuis tout à l'heure. Figurez-vous que la doctoresse Marina Derex, la bétazoïde qui avait caché l'indice de la semaine, était donc une neuroscientifique accomplie et qui est devenue donc elle-même archiviste plus tard dans sa vie, et que elle a laissé un indice qui est un bouquin, et dans ce bouquin il y a une espèce d'interface. Quand on la touche, ça développe une interface neurale qui fait que ça va projeter Burnham d'une sorte de labyrinthe de l'esprit avec une espèce de matrice en fait, et quelque part ce paysage mental qui se connecte à l'esprit de Burnham, c'est via un faisceau nucléonique, et dans The Inner Light, la sonde Katan avait déjà utilisé un faisceau nucléonique pour envoyer des souvenirs dans l'esprit de Picard. Donc voilà, il y a aussi une petite référence un peu subtile à cet épisode de Inner Light. Et donc Burnham, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas dans la réalité et qu'elle est en train de discuter avec une IA qui a pris la forme de Booker, qui lui explique que donc sa conscience a été transportée donc dans ce paysage mental, cet espace virtuel créé à partir de son activité neuronale, et que c'est là que va donc débuter son épreuve pour prouver qu'elle est bien à la hauteur de l'information qu'elle est venue chercher. Donc Céline, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie-là et de cette auto-analyse de Michael Burnham ? Ah, là j'ai des choses à dire. Alors, déjà, au départ, moi j'ai eu un petit peu de mal à me faire au look de l'archiviste en chef, j'ai oublié comment elle s'appelait, Irel, je sais plus quel était son nom. Avec son pendentif et les cheveux longs, il y avait un petit côté fantaisie, alors je sais pas si ça l'a fait à d'autres, que j'ai eu un peu de mal à coller à l'esprit Star Ma femme Trek. Céline, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. D'accord, Elle m'a dit ok. exactement la même chose que toi. Et on le retrouve aussi quand Michael est seul face au livre du labyrinthe. C'est vraiment le début de l'histoire sans fin, une grosse rêve de Yeuve, ou le journal de chez Dusor. Enfin, en tout cas, c'est les rêves qui ont immédiatement popé dans mon esprit. J'ai un petit moment à me rentrer dedans, on va dire, et j'ai éclaté de rire quand Book, pourtant c'était pas voulu, mais quand Book ouvre la boîte, j'ai de suite pensé à Baby Groot. Je me suis dit, ils vont nous faire un espèce il va replanter les racines quelque part et ça va refaire renaître la planète, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Donc bon, ça moyen. En revanche, la bibliothèque des archives elle-même, je l'ai trouvée plutôt classe. Je savais pas que c'était une vraie bibliothèque. Je me disais que c'était vachement bien fait pour un truc peut-être construit par informatique. Donc non, je suis contente de savoir que ça existe. Et comme le disait donc Alex, on l'a dit en même temps, ça m'a vraiment de suite rappelé la bibliothèque de Babel, donc de Georges Borges. C'est un auteur argentin pour celles qui connaissent. C'est donc une bibliothèque de forme hexagonale. Donc comme les tables, je crois que les alcôves de la bibliothèque avaient la même forme aussi. Moi, c'est les tables surtout que j'ai vues parce qu'elles étaient lumineuses et qui donnent un peu ce côté aussi. ruche. Voilà, les alcôves. Et alors forcément ruche, je me suis dit c'est rigolo, c'est dans l'esprit borgien mais pas des Borg. Bref.
Du coup, ça renvoie à de la symbolique autour du réseau, de l'harmonie. Donc, après, j'ai été un petit peu déçue que ça soit du coup, encore une fois, Burnham toute seule, parce que je pensais qu'on allait avoir un truc un peu plus participatif, mais non, toujours pas. Donc, c'est la bibliothèque dans la nouvelle de Borges. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu. Ça vous parle, Marina ou Guy? Je sais pas. Non. Non. En fait, elle contenait tous les livres jamais écrits et ceux qui allaient aussi l'être dans le futur. En fait, c'est tous les livres possibles. Elle contient tous les livres possibles. Donc c'est là où ça devient vertigineux, puisqu'il y a par exemple le récit authentique de ma mort, mais aussi plusieurs faux qui divergent du récit authentique. Et il faut trouver un catalogue qui permet de recenser de différencier les récits authentiques des récits faux, mais il existe tout autant de faux catalogues puisque elle contient tous les livres possibles par permutation des caractères. Ce qui signifie... C'est le multivers en fait. Voilà, mais ça signifie aussi que 99,999% des bouquins ne contiennent que du charabia, ou en tout cas des trucs pas interprétables dans nos langues, mais qui veulent peut-être dire quelque chose dans des langues qu'on ne connaît pas. Et à partir de là, le texte qui doit faire 30 pages ouvre des gouffres de vertige, quoi. Quelqu'un avait calculé d'ailleurs le nombre de livres de la bibliothèque, il n'est pas infini, mais il est, je crois qu'on est sur du 25, du 10 puissance 25 ou 34, je ne sais plus. Merci pour la précision, parce qu'effectivement, j'avais oublié, moi, ce que j'avais retenu, c'était vraiment cette l'idée d'une bibliothèque hors du temps avec tous les écrits possibles, imaginables. Et du coup, comme je suis plongée dans Deep Space Nine, j'ai trouvé que ça faisait un peu le lien, mais à mon avis, là, il est pas voulu, c'est moi qui l'ai voulu, avec les prophètes. Je rappelle juste que j'en suis qu'à la saison 4, donc je sais pas si à la fin ils sont toujours des prophètes ou si c'était une arnaque géante comme toutes les religions. Non, mais t'inquiète. D'accord, ok. Et en fait, on te spoil pas. Mais quand Burnham rencontre son guide qui prend l'apparence de Book, ce côté référencé à soi-même, puisque les prophètes ils apparaissent dans Deep Space Nine sous l'apparence de gens que connaissent les personnages, et le côté un peu hors du temps aussi, ça m'a un petit peu rappelé, je sais pas s'ils ont voulu essayer de refaire un peu quelque chose comme ça. Et même si au final c'est pas plus utilisé que ça, comme il est fait référence après à la guerre du Dominion, je me suis dit que peut-être si c'était un clin d'œil un peu maladroit, un peu grossier, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé... Un peu gratuit. Un peu gratuit peut-être aussi, ouais. En tout cas, j'ai bien aimé cette partie aussi parce que... Alors, c'est tout bête, mais je trouvais que les deux acteurs, au début, avaient l'air de s'amuser. Enfin, il y avait des petits échanges de regards, des petits échanges de sourires. Et en étant abreuvé de The Next G, Voyager et DS9 depuis plus d'1 an, ça me manquait un peu dans les séries modernes. Là, je trouve que ça sent vraiment que l'interprète de Book s'éclate à prendre le personnage de Burnham un peu de haut, à jouer les mystiques. Voilà, il y avait des petits sourires en coin, je trouvais que ça détendait un peu l'atmosphère toujours hyper sérieuse et hyper je vais sauver pour la 3e fois la galaxie tout entière de Discovery. Pour la quête en elle-même, donc le labyrinthe comme symbole de la quête de soi ou comme voyage initiatique du moi au soi. Bon, alors c'est évidemment un motif hyper connu, mais même si je crois pas qu'on puisse parler d'un trope. Mais le côté déjà vu, pour une fois, m'a pas trop gêné. Comme le disait Alex tout à l'heure, effectivement, ça m'a aussi rappelé le nom de la rose, d'Umberto Eco avec la bibliothèque interdite qui pouvait symboliser l'inconscient, en ce qu'il avait d'inaccessible. Et bien évidemment, et j'ai fait aujourd'hui un tatouage sur ce thème, le labyrinthe avec David Bowie et Jennifer Connelly, et le symbole du passage de l'enfance à l'âge adulte. Enfin bref, moi c'est un motif qui me plaît, et du coup j'étais un peu deg parce que finalement il n'est pas tellement exploité en tant que tel dans l'épisode, à part avec une autre symbolique qui était pas mal, c'était celle du sable pour rationaliser le labyrinthe et qui symbolise bien sûr le temps que Burnham perd, comme si elle traînait un sablier cassé derrière elle. Bon, c'est peut-être un peu convenu, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'aurais plus aimé en tout cas que ça aille dans cette direction-là, où ce soit vraiment le labyrinthe qui permette la quête de soi, parce qu'au final c'est moins le labyrinthe qui est utilisé que l'image de Book, qui fait vraiment le job de psychanalyse pour le coup. Moi, je trouvais que c'était justement assez superficiel. J'ai pas compris, moi, le délire pour trouver la sortie du labyrinthe. Elle doit utiliser le sable, ok, mais en quoi ça résout sa quête, parce que l'objet de sa quête, il est très flou, quoi. On comprend pas vraiment les enjeux à chaque fois. C'est une fausse piste, le coup du sable. Oui, d'accord, c'est une fausse piste, mais même la fausse piste, pour moi, elle a aucune logique. Je veux dire, moi, je suis à la place de Michael Burnham, je me dis, mais ça n'a aucun sens, quoi.
Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça me permettrait de prouver ma valeur et de prouver que je suis à la hauteur par rapport à la formation que je viens chercher. Et en plus, à la fin, finalement, c'est quoi ? C'est j'accepte mes peurs et c'est bon, ça y est, c'est ça que en fait, c'est ça qui fait que je peux prouver que je suis à la hauteur, c'est que je suis capable de reconnaître que des fois j'ai peur. Mais c'est complètement nul, quoi. C'est comme il y a Julien qui te dit sur le Discord, c'est plus des indices, c'est des biscuits chinois en fait. Pour protéger la technologie des progéniteurs, il faut se connaître soi-même et puis voilà. Alors qu'est-ce qui se serait passé si c'était un Breen qui était venu, par exemple ? Qu'est-ce qu'on lui aurait opposé comme labyrinthe à lui Il y a une autre référence au nom de la rose, c'est le fait que lorsqu'on touche le livre, qu'on touche l'objet, on est empoisonné entre guillemets, parce que c'est ce qui se passe dans le nom de la rose en fait. Lorsqu'on tourne les pages, on est empoisonné. Burnham touche les pages, elle est aspirée, elle est confrontée à une intelligence artificielle. C'est toutes ces références en fait qui, je trouve, sont décevantes parce que on se dit qu'on regarde quelque chose de bien et en fait c'est que des références à des choses qui existent. Donc là clairement c'est que des trucs superficiels. C'est que des trucs superficiels en fait. Et surtout, il y a une référence récente, c'est le labyrinthe, c'est la référence à The Maze dans Westworld qui franchement allait plus loin dans la symbolique et dans la psychologie des personnages où on trouve le labyrinthe sous le scalp des personnages ou dans Westworld, ça avait un sens. Oui, là, t'as l'impression qu'ils ont pris des références au nom de la rose, à leur propre histoire avec Star Trek, avec Doctor Who, mais en fait, derrière, on a l'impression de regarder quelque chose de bien, on regarde quelque chose de divertissant, mais est-ce que ça marque l'histoire ? Est-ce qu'on se dira dans 10 ans, c'est l'épisode de Discovery ? Non. On se dira, c'est toujours la référence au nom de la rose à cet épisode All Our Yesteryears de Star Trek ou Silence in the Library, donc Westworld. Pour que ça fonctionne, il faudrait que ça réponde positivement à la question du est-ce que les épreuves que les scientifiques ont imaginées il y a 800 ans sont pertinentes ? Et est-ce que la réponse que Michael apporte est cohérente ? Et je suis désolé, les épreuves qui sont disséminées depuis le début de cette saison 5... elles sont divertissantes, oui, certes, mais elles ont aucun putain de sens, quoi. Par rapport à l'objectif recherché de ces scientifiques qui ont caché des informations il y a 800 ans. Ça n'a aucun sens. Comme le disait Alex, et comme je l'ai redécouvert, c'est du J. Abrams, c'est-à-dire que c'est très superficiel, il prend plein de références. T'as l'impression que tu regardes quelque chose. Alors, moi, je trouvais que honnêtement, Alias à côté, c'était très bien. Mais là... Alias, c'était bien. Oui, non, mais Alias, moi, je suis fan, hein, c'est pour ça que j'ai revu la série. Mais le problème, c'est que j'ai revu la série, et je me suis dit, ah oui... en fait, Kurtzman, il a repris ce qu'il avait fait sur Alias. Donc, si tu veux, là, ça reste du J.J. Abrams. Ça n'aboutira probablement à rien. Ils vont nous dire que le voyage est plus important que la destination ou des choses comme ça. Parce qu'il reste 2 épisodes. Non, mais il reste 2 épisodes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les 2 épisodes, ils vont pas faire 20 heures à eux tous les deux. Tu vois, on va pas se retrouver dans une boucle temporelle où on va regarder 20 heures d'émission. Donc, c'est pour ça que je disais que la symbolique m'a plu, mais c'est de la culture creuse, effectivement. C'est des références qui ne sont que des références. Il y a rien, il y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la création. Il y a pas de valeur ajoutée. Donc, c'est des références qui, pour moi, sont plaisantes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça m'a plu parce que ça vient rencontrer, pour moi, un univers qui est déjà là. Mais je comprends complètement qu'on puisse trouver ça juste accessoire et stupide, puisqu'effectivement, aucune idée n'est vraiment exploitée à fond. Donc, comme je disais, le labyrinthe, il n'est pas utilisé au final. Elle a quand même une formation Vulcaine, Burnham, et j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle utilise la logique pour arriver à la conclusion qu'il faut qu'elle commence par le département d'histoire et sur la guerre du Dominion. Je me suis repassé la scène 2 fois. Merci. J'ai pas compris comment elle pouvait en arriver à cette conclusion-là. Je suis en train de regarder Voyager, moi pour ma part, il y a plein d'épisodes claqués au sol, mais quand les personnages font usage de logique, tu comprends ce qu'ils veulent dire, voilà. Et tu dis, ah, c'est cohérent. Ok, là, jamais. Là, donc voilà, c'est toujours pareil, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis teubée ou est-ce non, que c'est pas toi. Voilà, là, ok, très bien. Donc, ça reste creux, mais là-dessus, on est d'accord. Après, j'ai envie de dire, on est d'accord dès le début, c'est ce que je disais à un moment donné dans le Discord. Discovery, je le regarde avec les lunettes de Discovery, c'est-à-dire que bon, là, je fais des comparaisons avec Deep Space Nine parce que j'y suis plongée, mais j'ai pas les mêmes attentes et si je les avais, j'aurais arrêté de regarder la série, très honnêtement. Et donc, en fait, le labyrinthe, il sert de prétexte, il est pas du tout utilisé, et au final, on se retrouve avec une espèce de psychanalyse. Moi, je pouvais pas faire autrement que de la voir. Alors, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est vraiment les codes de la cure classique, mais comme elle a été parodiée, même à la limite. Il y a d'abord donc la figure de Book sert de psychanalyse avec le transfert positif, donc c'est-à-dire la projection d'une image aimée sur la figure de l'analyste. Bon, là, c'est fait sans aucune subtilité puisque c'est Book qui est choisi dès le début. Moi, j'aurais trouvé intéressant
que sa figure évolue, comme comme dans Deep Space Nine avec les prophètes, où c'est plusieurs personnes que la personne est censée connaître qui viennent délivrer différents messages, on va dire. Là, que ça reste Book du début à la fin, je trouve que c'est un petit peu dommage. Après le lacu, on retrouve le silence frustrant, les phrases cryptiques qui donnent envie à Burnham en tant qu'analysant de le secouer comme un cocotier, parce que en psychanalyse, on dit qu'on s'adresse à un sujet supposé savoir, et du coup qu'un autre en sache plus que nous sur nous et ferme sa gueule à 70 boules la séance, au bout d'un moment, ça frustre et ça agace. Et ça, on le voit à un moment donné où elle perd un petit peu ses nerfs. Même si l'enjeu n'est pas tout à fait le même, mais c'est ce qui est signifié quand Burnham dit qu'elle revient au point de départ, et c'est d'ailleurs une plainte qui revient toujours en thérapie, si j'avance pas, on revient toujours au même point, et qu'elle s'énerve. Et là aussi, d'ailleurs, je trouve qu'on perd complètement de vue le fait que Burnham est censé avoir encore une fois, pas une formation, mais une culture vulcaine, puisque la gestion émotionnelle, elle n'est pas forcément non plus bien démontrée, c'est une espèce de cure en accéléré, quoi, où elle perd très rapidement patience. À la limite, la colère que j'aurais trouvée intéressante, que quitte à ce qu'elle soit exprimée, ça aille carrément plus loin. Et j'hésitais à en parler parce que je parle pas tout à fait à la bonne place. Je pense que Girafe en parlerait mieux que moi. Mais quand elle dit, Burnham, à un moment donné, c'est fatigant de toujours devoir se justifier sur le fait d'avoir du grade, de devoir porter cet uniforme. Est-ce que vous savez la fatigue que ça représente de toujours devoir, en gros, chercher, trouver du sens? Il y avait pour moi un lien évident avec les enjeux afroféministes, et je pensais à ce superbe texte de Portia Olayiwola, qui est une poétesse américaine, qui est Angry Black Woman. C'est un texte qui est superbe et qui, en gros, elle dit, elle contourne le stéréotype de la femme noire toujours en colère en disant mais moi je suis douce et gentille, je suis pas du tout en colère, je suis putain d'énervée, en fait j'en peux plus que vous me demandiez toujours de me justifier sur tout, que puis qu'on n'ait pas les mêmes droits que les autres, etc. Et à la limite j'aurais trouvé intéressant que quitte à ce que Burnham pète un câble, ça pète un câble complètement dans ce sens-là. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que en fait, moi, la chose que j'ai trouvé bien dans l'épisode, c'est ce passage-là justement où je trouvais que Senoka Martin Green, elle jouait plutôt bien, oui, et que les lignes de dialogue sur le fait qu'elle est toujours à devoir se justifier et prouver qu'elle est légitime, sonnaient plutôt juste, parce que c'est vrai que la mauvaise écriture des épisodes dans les saisons précédentes font que le public a souvent du mal à croire en ce personnage, et du coup, oui, Michael doit sans arrêt se justifier, prouver sa valeur au public, même lorsque ce n'est plus nécessaire, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, comme tu le rappelles, mais aussi dans les séries concernant les personnages afro-américains et finalement pour tous les personnages de minorités visibles. Et c'est ce qui fait que ces scènes, elles fonctionnent très bien, de comment elles sont réalisées, comment elles ont été écrites, ces lignes, et comment ça a été joué par les deux acteurs. Et c'est juste dommage que ce soit au milieu d'une épreuve mentale qui est toute pétée pour récupérer, pour gagner la localisation du Saint Graal. Parce qu'une scène comme ça, je trouve qu'elle aurait effectivement été plus pertinente auprès du vrai Book, dans un moment intime. Et mais sinon, au-delà de ça, vraiment ce passage-là, cet échange, ce jeu d'acteurs, c'est vraiment un des points positifs de l'épisode, et c'est déjà pas mal. Oui, c'était effectivement déjà pas mal. Et donc voilà, j'ai regretté qu'il n'y ait pas un choix qui soit fait clair, ou soit elle se contient d'un bout à l'autre, mais là, ça aurait été peut-être trop référencé à la Burnham de la première saison qui a complètement disparu au fil de la série, soit effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit peut-être encore un peu plus assumé de ce côté-là. Et encore une fois, j'ai vraiment trouvé dommage que la figure de Boone ne se transforme pas, par exemple, en celle de Sarek, parce que ce que j'ai trouvé très étonnant, que quitte à ce que l'on dise que ce que Burnham devait comprendre, c'est qu'en gros, elle avait peur de l'amour ou de l'engagement, je suis pas sûre d'avoir capté, et qu'elle avait peur de décevoir l'autre, et c'était exactement ce dont il était question déjà à la première ou deuxième, parce que je les ai enchaînées, saison de Discovery, par rapport au personnage de Sarek. Le trauma qui se rejouait, du fait de ne pas être accepté à la Vulcan Academy, là je sais plus ce que c'était, et que son père son père adoptif lui ne montrait aucun signe de reconnaissance ou d'affection. Il y avait clairement quelque chose, quitte à jouer la psychanalyse un peu de comptoir, il y avait quelque chose d'intéressant à reboucler là, c'est-à-dire Brooke aurait pu devenir Sarek, et elle aurait pu comprendre qu'elle
qu'elle rejouait la relation un petit peu pétée avec son beau-père avec Book, peut-être. Et puis, C'est effectivement une bonne idée, mais je pense que c'est toujours les histoires de contrat des acteurs qui font que l'acteur qui joue Book, à mon avis, doit avoir un minimum de scènes ouais, mais ça aurait pris quoi, obligatoires dans chacun des 45 épisodes, secondes? quoi. Ouais, mais ça aurait pris 45 secondes, honnêtement, à faire le switch Ouais, et à c'est faire vrai. qu'elle comprenne qu'effectivement, elle avait finalement pas réglé ce problème de légitimité par rapport à son statut de Vulcaine. Et ça aurait peut-être un peu légitimé le fait qu'on n'entende plus du tout parler du moment où elle fait le bon bilan dans le futur. Ça y est, elle est plus Vulcaine. Peut-être que rétroactivement, ça aurait pu expliquer pourquoi est-ce qu'elle a désormais, elle ne se revendiquait plus du tout de cette culture-là, n'y faisait plus jamais allusion, etc. Ça prenait vraiment, à mon avis, bien écrit, 45 secondes, c'était torché, et ça avait du sens. Et du coup, je me suis dit T'as qu'à bien raison. la fin, la grande révélation qu'a Burnham sur elle-même, ben, du coup, c'est quand même un peu de la merde, quoi. Donc, Exactement. et je me dis que quitte à faire rentrer un perso dans un labyrinthe pour démêler le chantier qu'il y a dans sa tête, bah, il aurait peut-être mieux fallu faire rentrer Culbert. Je trouve que cette partie de l'épisode, elle aurait peut-être été beaucoup plus intéressante avec lui, vu tout ce qui a été juste effleuré de problématiques le concernant, donc son abuela qui recrée en hologramme pour pouvoir gérer son deuil, sa confrontation à la mort, et surtout que là, en plus, il est question d'avoir accès à l'immortalité, donc il y aurait peut-être eu un truc un peu intéressant à confronter, sa cohabitation avec le Trill. Je pense que le labyrinthe, ça aurait permis peut-être de lui permettre d'avoir enfin sa thérapie de supervision à Culbert, puisque c'est lui le psy conseiller médecin de tout le vaisseau. En même temps, de retisser un peu tout ce qui s'était passé, non seulement pour lui en tant que personnage depuis le début de Disco, mais puis finalement, encore une fois, tout ce qui s'est passé dans Disco. Ouais, mais là, tu vois, c'est la logique de production qui revient. Ce n'est qu'un Martin Green, Michael Burnham doit être au centre de tous Et les ouais, épisodes, mais là, donc voilà. ce n'est pas possible. Vu qu'elle a été traitée pour moi à moitié, et pas dans la direction que j'aurais trouvé sympa, ouais, j'aurais préféré voir un autre perso, mais là, ça, effectivement, je reviens sur des comparatifs que je suis interdit de faire. Ça aurait été carrément mieux, ouais. Bah oui, je pense aussi. Bah, j'écoutais et justement l'analyse était super intéressante parce que j'ai plutôt bien aimé cette analyse, mais qui était effectivement, comme tu disais, une analyse express. Le problème, c'est que l'épisode passe tellement de temps sur les Bren qu'il peut pas développer cette partie-là autant qu'elle l'aurait mérité. Donc il y a cette logique de double narration qui fait qu'aucune des deux lignes narratives n'est bien traitée. Mais comme on disait là tout à l'heure, les épreuves pétées, les choses comme ça, c'est intrinsèque à la logique du jeu de piste. C'est-à-dire que si on se lance sur un jeu de piste comme ça, pour moi mécaniquement, ça implique des choix d'inventer des épreuves toutes les semaines et que ces épreuves forcément vont être traitées un peu en un épisode. Pour moi, ça peut pas donner grand-chose. Enfin bon, après j'ai mes fixettes en termes d'écriture, mais pour moi, ça peut pas donner grand-chose de très satisfaisant derrière. Ouais, c'est comme si on avait la fin d'Indiana Jones 3 sur 10 épisodes. C'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, on se dirait, ouais, ça va nulle part, quoi. Si on prend n'importe quel Indiana Jones, même le premier, le temple de la scène d'ouverture d'Indiana Jones, les pièges et tout ça, dès qu'on y réfléchit 3 secondes, ça tient absolument pas la route. Mais toute l'esthétique d'Indiana Jones nous renvoie au pulp, donc on accepte le truc, parce que ça fait partie du décorum de l'aventurier pulp, depuis Tarzan, depuis Alan Quatermain et tout ce genre de choses. Dans un Star Trek, c'est effectivement un petit peu, moi c'est un truc qui me gêne un petit peu dans un Star Trek où on est quand même habitué à plus de profondeur que ça en règle générale. Et sinon, il y a quand même, pour conclure, un deuxième point que j'ai trouvé vraiment bien dans l'épisode, qui n'est pas le point le plus important, mais c'est les scènes de bataille entre les vaisseaux. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien, le techno-blabla même qui faisait sens un minimum, les enjeux de vaisseaux, il faut protéger Burnham, les Bren s'infiltrent, enfin, tout ça, là, ça fonctionnait bien, à part effectivement l'extrême confiance qu'a l'archiviste dans son système quand on lui dit « Ah, mais vous êtes sûr ?» Et puis il leur dit « Non, mais vous inquiétez pas, on a déjà géré des conflits avec d'autres espèces, et puis les Bren, on pourra forcément les gérer, et puis les Bren, ils arrivent, et puis ils gèrent rien du tout, quoi. » Donc ça, c'était plutôt marrant, mais sinon, ouais, les scènes de bagarre entre les vaisseaux fonctionnaient plutôt bien. J'ai même aussi bien aimé la tactique qui était de faire croire à la destruction du Discovery. Enfin bref, tout ça, toutes ces scènes de bagarre qui sont
pas furtive, mais c'est vrai que c'est pas le plus gros de l'épisode, bah, je trouvais que ça fonctionnait à peu près bien et que c'était plutôt bien réalisé en plus. Le montage, tout ça, ça marchait bien, quoi. Toute la dynamique avec Stamets et sa bande, ça fonctionne toujours bien. C'est un peu rapide, comme à chaque fois, mais ça fonctionne. Ce côté travail d'équipe, l'essence de Star Trek, c'est aussi ça. Des gens très différents qui, en travaillant ensemble, permettent que la somme soit plus grande que que la somme des parties. Oui, alors ça y est, là, je sens que je suis fatigué. Voilà, que le tout On t'a compris, t'inquiète. Le tout est plus grand que la somme des parties. Ça, c'est un truc qui a toujours bien fonctionné dans Star Trek. Donc, dans ces moments-là, on retrouve un peu cet esprit-là, oui. Et ça, c'est toujours plaisant à regarder. Alors du coup, en conclusion, est-ce que c'est un bon épisode, Alex ? Moi, je l'ai trouvé pas déplaisant. Mais effectivement, sur Discovery, je place pas la barre ultra haut, j'admets. C'était très distrayant et je l'ai pas détesté, même si effectivement, j'ai tiqué sur la fin de l'arc sur les Bren. Je me suis encore pété dedans en les grinçant, quoi. Mais le truc, oui, c'est un épisode que j'ai trouvé pas vilain. Il y en a qui m'ont plus énervé dans la série. D'accord. Et toi, Marina ? Moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'est vrai qu'avec Discovery, je place pas la barre très haut, mais honnêtement, si je m'embête, je m'endors ou je fais autre chose. Et là, j'ai beaucoup aimé le contexte de la bibliothèque, la bibliothécaire, gros coup de cœur, toutes les références. Après tout, Ariane, il n'y a que, c'est bien connu qu'il n'y a que 5 ou 6 histoires à travers le monde qui se répètent tout le temps et qui sont adaptées. Donc après tout, il vaut mieux avoir de belles références et puis que l'épisode ne soit pas ennuyeux. Ok. Et toi, Céline ? Voilà, en chaussant les lunettes, c'est Discovery saison 5. De toute façon, j'ai 3 modes. C'est soit j'ai rien compris, soit je m'emmerde, soit c'est dommage. À la fin de chaque épisode, le c'est dommage étant le moins pire. Et c'est un petit peu ce que j'ai eu pour celui-là. Donc oui, pour du Discovery saison 5, j'ai trouvé que c'était plutôt un pas trop mauvais épisode. Voilà, mais c'est dommage. C'est marrant parce que dans cette saison-là, c'est en général moi qui est le plus cool, le plus coulant. Et là, j'ai l'impression que les rôles sont inversés. Parce qu'effectivement, moi, mes lunettes Discovery font que cette saison 5, pour l'instant, ça va à peu près, même si effectivement, j'ai pas des grosses attentes. Mais malgré les quelques qualités que j'ai trouvées à l'épisode, non, la finalité du labyrinthe, on passe beaucoup trop de temps pour moi sur un truc qui fait pchit. Non, si on passait moins de temps, ça m'énerverait moins. C'est pareil pour les Breen. C'est toujours, moi je trouve que le temps d'antenne est toujours mal utilisé et on le donne toujours à des trucs inintéressants alors que les trucs intéressants sont jamais vraiment développés. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème par rapport à ça. Mais bon, on verra bien. Maintenant, il reste plus que 2 épisodes, donc on verra bien comment ça se passe. Et sinon, donc du coup, pour terminer ce podcast, c'est la partie promo ou reco. Alex, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir te concernant ou à recommander ? À promouvoir, j'ai mon nouveau roman qui sort. On est quoi, vendredi au moment où on enregistre. Donc le mercredi prochain, il y a mon prochain roman qui sort, qui est alors c'est encore un titre à rallonge, Le garçon avait grandi en un diaste pays, qui est le 3e tome de ma trilogie arthurienne et qui boucle donc sur l'histoire de Perceval. C'est mon actualité du jour. En reco, ok, super. C'est édité chez qui ? Chez Les Moutons Électriques, qui est l'éditeur avec lequel je travaille, qui est un peu ma maison maintenant. Je travaille avec eux depuis très longtemps. Ils ont publié pratiquement tous mes romans et pratiquement tous mes essais. Donc, qui est une chouette maison d'imaginaire avec un petit peu de SF et pas mal de fantasy, plus des essais sur la pop culture. Et notamment, alors ça, promo un petit peu plus lointaine, d'ici la rentrée, il réédite mon essai sur l'imaginaire de la conquête spatiale. Donc dans lequel je parle aussi un petit peu de Star Trek par moment, même si je suis plus dans la conquête spatiale, on va dire réaliste entre guillemets, que dans le space opéra. Ok, Marina, il faudrait que tu l'invites pour ton podcast. Mais c'est clair, mais j'étais en train de prendre des notes mentales et crois-moi, je vais trop en taxer. Avec plaisir. Et toi, Marina ? Moi, écoute, j'ai fini de regarder la 2e saison de Yellow Jacket. Je suis super fan. J'adore. Mais je suis à fond. La musique, les actrices, le scénario, bien, ouais. Mais les bons dans le temps. Mais je suis fan et franchement, gros coup de cœur. Ok, super. Et toi, Céline ?
Moi, j'ai 2 recos, mais je vais essayer d'être rapide. La première, c'est pour ma pleurnicharde de la New Wave qui se reconnaîtra. Et plus sérieusement, pour toutes celles qui sont sensibles aux œuvres qui traitent de l'histoire et des questions LGBTQIA. Et c'est la série It's a Sin. Je sais pas si quelqu'un en a déjà parlé. Ça me dit rien, non. C'est écrit comment, pardon? It's a Sin. C'est un péché. Ah, si, Ah, oui, d'accord, je vois ce que c'est. non, mais voilà, J'ai pas j'avais entendu. compris complètement autre chose, oui. Ok, c'est donc du nom de cette fabuleuse chanson des Pet Shop Boys et qui raconte l'histoire d'une bande de très jeunes adultes gays qui décident de vivre en colocation dans le Londres du début des années 80, chacun venant d'une famille, voire d'une culture, on va dire au pire homophobe et au mieux ignorante sur ces questions. Et donc chacun, c'est vraiment très très joyeux au début de la série, avec son ambition, son désir de bouffer le monde et pas que, et qui voit peu à peu s'infiltrer dans leur euphorie et leur fabulosité le sida, encore mal connu, y compris au sein de la communauté même. Donc voilà, pour les personnes qui se rappellent avoir été peut-être touchées, ça date pas d'hier, par Angels in America, je sais pas si ça vous dit quelque chose, avec Al Pacino et Meryl Streep. Bien sûr, HBO. Ouais, dans les Emma années Thompson. 90. Et Emma Thompson, tout à fait, ouais, ce qui était vraiment une magnifique série que je recommande, ou par Queer as Folk, et c'est d'ailleurs l'un des créateurs de la version UK qui est derrière cette série, dans laquelle jouait Aidan Gillen, alias Littlefinger, dans Game of Thrones, Marina. Tout à fait. Vous avez deviné. Voilà. Ou plus récemment, là, c'est l'excellente série Pause que je recommande aussi beaucoup, où le film 120 battements par minute. Enfin bref, si vous êtes sensible à toutes ces œuvres-là, je conseille cette série, même si c'est une mini-série, je crois qu'elle est en 6 épisodes britanniques qui se transforme peu à peu en drame. C'est extrêmement bien joué, c'est très touchant, c'est réalisé magnifiquement et avec une BO fabuleuse, je le répète. C'est dispo gratuitement sur France TV, donc ça c'est cool. Ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement en VF. Alors c'est pas par snobisme, c'est juste qu'ils viennent juste de différents coins du Royaume-Uni, donc on n'a pas les accents en VF, c'est dommage. Et sinon en VOST sur Canal, sur MyCanal. Et la deuxième reco, encore plus rapidement, c'est un podcast. C'est Quantum Explorer, qui explore différentes thématiques scientifiques, de mythologie, pas mal de psycho aussi. Et moi, je recommande particulièrement la série de petits épisodes de 6 minutes, donc ça passe vraiment très bien, qui s'intitule Vers l'infini, où l'on embarque à bord du vaisseau d'exploration Carl Sagan, avec un petit journal de bord qui, à mon avis, une petite ref à Star Trek au début, pour explorer le système solaire et au-delà. Et en fait, si comme moi, vous aimez bien la vulgarisation astronomique, ou si vous avez des enfants, parce que vous voulez initier à ça, parce que je pense qu'à partir de 7 ans, c'est tout à fait accessible, je vous le recommande chaudement. Je note, ça m'intéresse ça. Et pour ma part, je pourrais vous parler de la saison 2 de Tokyo Vice sur Canal, c'est toujours aussi bien. Hein. Donc si vous aimez les Yakuza, le Japon des années 90, le journalisme, les intrigues un peu policières, Michael Mann, etc., ça ne peut que vous plaire. C'est vraiment... moi, je suis à fond dedans. Et je me déguste ça un épisode par jour tranquillement. Alors que je devrais préparer mes épisodes de podcast sur X-Files en revoyant la saison 9. Mais ça me motive beaucoup moins. Et sinon, la deuxième vraie recommandation, c'est Je plus sois. Manu, il en avait parlé la dernière fois et j'ai été curieux, donc je suis allé voir la fameuse série Dave sur Canal+, donc une série FX. Cette espèce de Atlanta blanc, comme il l'avait décrit, avec un rappeur blanc effectivement qui essaye de percer. C'est plutôt hilarant et c'est aussi très touchant. Et ça parle de plein de sujets, dont le sujet du handicap. Donc c'est vraiment une bonne série qui fout la banane, qui est plein de bonnes vibes et qui, n'hésite pas quand même à être grinçante et à ne faire aucun compromis sur certaines choses. Et j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, quoi. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site internet podcast.le4enpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Ciao.
Bonus. Trax. Pour fêter les 15 ans du film Star Trek de 2009 qui a relancé la franchise, nous allons le projeter lors d'une séance spéciale le samedi après-midi 21 septembre 2024. Et bien sûr, comme précédemment, nous allons vous préparer tout un tas de surprises et d'animations pour en faire un moment Star Trek inoubliable. Il y aura bien sûr la projection du film en version originale sous-titrée, mais aussi un enregistrement en public du podcast d'analyse avec mon équipage d'élite, avec bien sûr Manu, Marina, Romain Brami, Romain Nigita et Marie-Paul. De nombreuses contreparties seront disponibles sur le site de KissKissBankBank. Il y aura notamment un fanzine, des quiz, une tombola et plein d'autres surprises. Vous pourrez participer du 30 avril au 9 juin, tout ça au cinéma Le Club à Metz dans une ambiance très décontractée.